Merci beaucoup. Je vais commencer moi aussi par remercier les organisateurs de cette invitation qui m'a fait très plaisir parce que ça faisait quelques années que je voyais passer le programme d'Aide économique et que j'espérais secrètement être invitée un jour. Donc voilà, mon rêve secret s'est réalisé. Je vous remercie. Et je suis d'autant plus contente d'être ici que je trouve que le format et l'esprit d'Aide économique va dans le bon sens. Tout simplement parce que voilà, moi ça fait quelques mois que j'ai décidé d'arrêter de faire des réunions publiques dans des salles fermées en soir de semaine où on a la certitude à peu près absolue de se retrouver à une quinzaine de convaincus toujours les mêmes et que le fait voilà, de sortir, d'aller dans des espaces publics, que ce soit des jardins, des places publiques, des bars, des restaurants, des cinémas, me paraît aujourd'hui absolument indispensable dans la période de reflux militant et politique qu'on est en train de vivre. Et puis en plus, il faut reconnaître que c'est quand même très agréable de pouvoir avoir ces débats en plein air dans ce jardin. Alors, je vais intervenir effectivement sur la manière dont la finance a mis la main sur l'environnement et comment elle y voit en réalité un nouveau marché très juteux, ce qu'on appelle le capitalisme vert. Mais pour respecter l'esprit et la lettre d'Aide économique, j'ai choisi de le faire de manière non académique, on va dire, et d'essayer de le faire à partir d'exemples concrets. Et même, vous le verrez, de quelques références cinématographiques, parce que là aussi, je pense que si on veut être audible, il faut qu'on prenne de plus en plus appui sur, tout simplement sur de la culture populaire et sur des références qui parlent à tout le monde. Et il faut reconnaître que quand on parle de finances mondialisées, de TAFTA, de TTIP et autres traités de libre-échange, ça ne parle pas forcément spontanément au grand public et à ceux à qui on souhaite s'adresser. Alors pour commencer, je vais prendre un exemple de série télévisée que vous connaissez sûrement tous. C'est une série qui s'appelle Les Sopranos. Que peut-être... non, mince, c'est raté, je vois des gens qui disent qu'ils ne connaissent pas. Bon, alors Les Sopranos, le principe de cette série télévisée, c'est un personnage qui est un personnage mafieux, qui fait partie de la mafia, et qui prétend en réalité, en termes de couverture, travailler dans la gestion des déchets. Alors vous voyez évidemment en quoi tout de suite ce type de couverture est intéressante pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, parce qu'on se rend compte qu'en réalité, parfois, les faits et la réalité dépassent la fiction et que les enjeux financiers, voire parfois les malversations financières, ont largement investi effectivement le champ de la gestion des déchets, mais pas seulement le champ de la pollution, de la dépollution et des questions environnementales de manière plus large. Un exemple très concret qui est en train d'exploser depuis quelques semaines, c'est la question de l'escroquerie au carbone, au marché carbone, dont certains ont peut-être déjà entendu parler. C'est une arnaque. Alors pour le coup, j'aurais aussi pu prendre ce film d'ailleurs, l'arnaque, une arnaque monumentale sur le dos du droit environnemental, qui est en train de coûter, pour prendre seulement l'État français, plus d'1,6 milliard d'euros. Et quand je dis que ça coûte 1,6 milliard d'euros à l'État français, c'est évidemment à nous tous que cela coûte 1,6 milliard d'euros. Ce qui fait dire d'ailleurs à un haut gradé de la police, je cite, « Là, vous êtes au cœur du réacteur nucléaire de la criminalité française ». Et ce n'est pas moi qui le dis. Ce qui s'est passé avec cette histoire d'arnaque carbone, c'est que en accordant des permis à polluer, on a en fait recréé les conditions d'une nouvelle forme de spéculation financière, ce fameux marché carbone, qu'on appelle aussi bourse au CO2 ou quota carbone, qui sont devenus en quelque sorte le nouvel Eldorado pour un certain nombre de grandes entreprises, puisque en fait, à la suite du protocole de Kyoto sur le climat en 1997, les États s'étaient engagés à fixer un plafond annuel de rejet de CO2 dans l'atmosphère pour les
installations industrielles les plus polluantes. Sauf qu'en réalité, ils ont en même temps accordé le droit à s'échanger ces quotas, c'est-à-dire concrètement, on a mis en place une bourse où s'échangent des droits à polluer. C'est-à-dire que si vous êtes une grande entreprise avec un site industriel qui ne pollue pas trop, et ben vous pouvez revendre vos droits à polluer sur cette bourse carbone. Et inversement, si vous avez des sites extrêmement polluants, eh bien vous pouvez acheter des droits à polluer et donc en réalité continuer à faire tout comme avant sans rien changer. Sauf que il y a une petite faille dans ce dispositif et dans laquelle se sont engouffrés un certain nombre d'entreprises. Il s'agit d'acheter hors taxe, par le biais de sociétés fictives, des droits à polluer dans des pays étrangers pour les revendre dans un autre, taxes comprises, en omettant tout simplement de reverser la TVA à l'État concerné. Donc tout ça est noyé dans un maquis de sociétés écrans, de comptes offshore. Et en moins d'un an, entre 2008 et 2009, cette arnaque au carbone a coûté au moins 5 milliards d'euros à l'échelle de l'Europe. Et là encore, la source est extrêmement sérieuse puisqu'il s'agit d'Europol. Et en plus de cette dérive spéculative partant de ce qui pouvait sembler une bonne intention, hein, la limitation de ces pollutions. En plus, en termes d'efficacité et de résultats, bah, comme vous l'imaginez, entre la possibilité de racheter des droits à polluer, plus les quotas gratuits qui ont été accordés à un certain nombre d'entreprises, eh bien, le prix s'est effondré, la tonne carbone n'est pas assez chère et l'effet sur la réduction des émissions a été en réalité égal à zéro. Moralité, comme disait Einstein, on ne combat pas les problèmes avec les vieilles recettes qui les ont engendrés. Je vais prendre un autre exemple, l'exemple des gaz de schiste, qui est un exemple qui nous a beaucoup occupés ces dernières années. Et puis, souvent, dans les discussions que j'ai sur le sujet, j'ai la question de savoir pourquoi, finalement, une entreprise comme Total veut à tout prix garder son permis, notamment le permis dit de Montélimar par exemple, alors que la seule technique existante aujourd'hui pour extraire ces gaz de schiste, la fracturation hydraulique, est aujourd'hui interdite par la loi. Et de fait, on pourrait se demander finalement pourquoi effectivement ils s'accrochent à un permis qui aujourd'hui ne leur sert à rien puisqu'ils n'ont pas le droit d'extraire ces gaz de schiste. Deux réponses à ça, là aussi dans le domaine financier. La première, c'est que ce permis rentre dans l'actif de leur capital et donc leur permet d'une certaine manière de gonfler finalement leur capital de la valeur potentielle de ce permis s'ils pouvaient un jour extraire les gaz de schiste. Et puis deux, c'est justement cette perspective de si un jour ils pouvaient extraire ces gaz de schiste. Puisque à terme, et je crois que pour ceux qui étaient là ce matin, il y avait une conférence débat sur le TAFTA, vous savez, ce traité de libre-échange qui est en cours de négociation entre les États-Unis et l'Union européenne. Eh bien, si ce traité de libre-échange était signé, Total pourrait avoir recours à ce qu'on appelle un tribunal d'arbitrage privé pour demander réparation à l'État français pour avoir pris une loi, celle d'interdiction de la fracturation hydraulique, qui va à l'encontre de ses intérêts, ceux de Total, en générant un manque à gagner, puisque Total a investi dans ce permis de recherche, et puis finalement, à cause de cette loi de l'État, ne peut pas aller extraire les gaz de schiste. Et donc, ils ont tout intérêt à garder ce permis le temps de ces négociations, pour pouvoir ensuite demander réparation devant cette justice privée pour le manque à gagner. Ce n'est pas une vue de l'esprit, hein, ce dont je vous parle, ce n'est pas des hypothèses farfelues, ce sont des choses qui se passent déjà ailleurs dans le monde, sur d'autres traités de libre-échange. Il y a des exemples à foison. Il y en a un, moi, que j'aime particulièrement, c'est le fonds d'investissement Renco, qui a réclamé un dédommagement au gouvernement péruvien parce que Renco n'avait pas dépollué un site qu'il avait exploité. Et non seulement il ne l'a pas dépollué, mais en plus il s'est retourné contre le gouvernement péruvien en lui réclamant 800 millions de dollars au cas où le Pérou obtiendrait gain de cause dans une plainte déposée aux États-Unis au nom des enfants péruviens victimes de la pollution occasionnée par l'entreprise. Si vous avez du mal à suivre, c'est normal.
C'est une justice inversée qui se mord la queue, où en réalité ce sont les pollueurs et les responsables des dégâts qui se retournent contre les victimes de ces pollutions. C'est donc effectivement un petit peu le monde à l'envers, mais c'est aussi la réalité de ces traités de libre-échange et de ces tribunaux d'arbitrage privé. Il convient donc évidemment d'être extrêmement vigilant sur la poursuite des négociations sur ces traités de libre-échange qui sont en train de s'accélérer avec l'annonce récente, puisqu'il semblerait que ces traités n'aient même pas besoin d'être ratifiés devant les parlements nationaux, ce qui veut dire que non seulement jusqu'ici on n'a pas eu énormément notre voix au chapitre sur le contenu des traités, mais en plus même nos représentants au niveau du Parlement français n'auraient pas l'occasion de s'exprimer et de voter sur ces traités. Tout ça pour dire, avec ces exemples, que ces questions d'environnement, de pollution, de santé publique sont en réalité en train de devenir un marché extrêmement juteux pour ceux-là même qui créent les pollutions, qui en réalité trouvent le moyen de réaliser des profits sur les effets de ces pollutions, autrement dit en faisant des dégâts et ensuite en proposant leurs services pour réparer ces mêmes dégâts. Il y a d'autres exemples dans la finance. Moi, je suis conseillère régionale en Auvergne-Rhône-Alpes. Et en ce moment, on se penche sur la question des emprunts toxiques en Auvergne, contractés par la région Auvergne. Vous savez que ces emprunts toxiques au niveau des collectivités territoriales ont été mis en place par un certain nombre de banques, notamment Dexia. Et bien aujourd'hui, Dexia essaye de nous vendre le fait de reprendre les emprunts toxiques qu'elle avait déjà préalablement vendus aux collectivités territoriales. Pour vous dire à quel point, à chaque niveau, à chaque maillon de la chaîne, ces entreprises trouvent le moyen de refaire de la spéculation. Un autre exemple, là aussi très concret, qui m'avait énormément choqué, c'était lors d'un déplacement au Japon, où je m'étais rendue sur la zone de Fukushima, et où dans cette zone, où les paysans commençaient tout juste à pouvoir reprendre leur production, notamment de riz, j'avais visité une coopérative, et dans cette coopérative, il y avait un hangar où les paysans apportaient leurs sacs de riz pour qu'ils puissent être vérifiés en termes de radioactivité avant d'être mis sur le marché et commercialisés. Jusqu'ici, rien que de très normal. En revanche, j'ai eu la surprise de me rendre compte que l'appareil pour mesurer la radioactivité du riz, qui leur avait été vendu à un certain prix, ce sont des machines coûteuses, eh bien, était tout simplement commercialisé par Areva. C'est-à-dire qu'Areva, qui fournit le combustible de la plupart des installations nucléaires au Japon, fournit également le matériel post-accident nucléaire qui permet aux paysans de vérifier si leur riz peut être mis sur le marché et consommé. Voilà quelques exemples, je le crois, assez parlants. Alors évidemment, on se rend bien compte que si on veut prendre en compte le temps long, l'intérêt général, il est absolument indispensable de sortir de l'emprise de ces lobbies financiers, de ces intérêts économiques, et de définanciariser en quelque sorte l'environnement. Or aujourd'hui, on est dans une situation, pour reprendre mes exemples cinématographiques, alors qui parlera peut-être aux plus anciens de l'assistance, qui est assez proche finalement de la dystopie qui était à l'œuvre dans un film de 1975 qui s'appelle Rollerball. Dans ce film d'anticipation politique, de dystopie, donc, où on tire le fil, vous savez, de ce qu'il y a de pire dans la société actuelle pour voir ce que ça donnerait si on continuait sans rien changer à la trajectoire, et bien, dans ce film, qui est sorti en 1975, qui se passait en 2018, comme quoi vous voyez, on n'en est plus si loin et on est en train de rattraper la dystopie, eh bien, les nations, les États avaient disparu, et ils avaient été remplacés par des cartels économiques planétaires qui regroupaient l'ensemble des activités humaines dans 6 départements. L'énergie, le luxe, l'alimentation, le logement, les communications et les transports. Je vous invite, les uns et les autres, à revoir ce film, Rollerball, pour y voir, voir à quel point ce film était visionnaire. On voit aujourd'hui qu'un certain nombre de lobbies sont en train de prendre le pas sur un certain nombre de fonctions régaliennes de l'État.
et que ces grandes entreprises sont également en train de prendre le pouvoir absolu sur les communications, pour reprendre cet exemple, puisque, vous le savez, hein, ce sont les grands empires de la presse et du BTP, et des marchands d'armes et des vendeurs de béton qui se retrouvent, que ce soit le cas de Bolloré avec Canal+, pour la partie la plus visible, de Bouygues à TF1, d'Assaut au Figaro, etc., etc. Et on est évidemment bien loin du programme des Jours heureux du Conseil national de la résistance qui prenait l'indépendance de la presse vis-à-vis des grandes puissances financières. D'autant que ça, c'est pour la partie la plus visible. Côté face, si on regarde du côté de Bolloré, par exemple, on retrouve un certain nombre d'accusations très sérieuses d'accaparement des terres via une filiale qui s'appelle la Socfin et qui fait de la production d'huile de palme dans un certain nombre de pays au détriment de l'agriculture locale, à grands coûts de déforestation. Et puis quand certains médias alternatifs et indépendants, et heureusement il en reste quand même quelques-uns, dénoncent ces pratiques de la Socfin et de Bolloré, ça a été le cas de Bastamag par exemple, eh bien ils se retrouvent eux aussi en procès devant la justice. Alors face à ça, évidemment, il y a des réactions, heureusement, et des résistances qui s'organisent, notamment ce qu'on appelle l'effet Dracula, qui est aussi appelé par les Américains et les Anglo-Saxons le name and shame, c'est-à-dire ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire d'appeler voilà, les responsables de ces dégâts par leur nom. Parce que moi, je suis pour qu'on parle de capitalisme, d'oligarchie, de tout ce qu'on veut, de lobby, mais à un moment donné, je crois qu'il faut aussi nommer les responsables, et en l'occurrence, un certain nombre d'entre eux sont très connus, c'est le cas de Monsieur Bolloré par exemple, mais hélas de bien d'autres, puisque en gros, on est aujourd'hui dans un système où 90 entreprises sont responsables à elles seules des 2/3 des émissions mondiales de gaz à effet de serre, par exemple, au niveau planétaire. Voilà pour des exemples de mainmise de la finance sur l'environnement, qui, évidemment, cet environnement est aggravé par le dérèglement climatique et puis par des enjeux dont on parle moins souvent peut-être, mais qui sont pourtant de plus en plus préoccupants et qui ont un lien là aussi avec la mondialisation et cet empire de la finance. Ce sont les risques géopolitiques et géostratégiques qui sont aggravés aujourd'hui à la fois par le dérèglement climatique et aussi par l'épuisement et la raréfaction d'un certain nombre de ressources naturelles qui sont absolument indispensables au système économique capitaliste tel qu'il existe aujourd'hui. Je veux parler évidemment des énergies fossiles, mais aussi des terres rares, tous ces matériaux qui existent en quantité réduite sur notre planète et en revanche en quantité exponentielle dans un certain nombre d'appareils que nous utilisons quotidiennement, d'électronique, de téléphonie mobile et autres. Le dérèglement climatique et la raréfaction de ces ressources sont en train de créer les conditions de multiplication de conflits, d'accaparement, mais aussi de conflits et de conflits armés. On en a déjà eu les prémices au moment du conflit et de la guerre d'Irak sur la question de l'accès au pétrole. On risque de voir se multiplier les conflits pour l'accès également aux terres arables, mais également à l'eau potable dans un certain nombre de pays du monde. J'étais hier avec un des cofondateurs du Forum de Davos, comme quoi tout arrive, qui expliquait sur de la prospective en matière de tourisme qu'on était aujourd'hui dans une situation où à peu près 1/3 de la planète est en conflit, que en termes de prospective, d'ici quelques années, un autre tiers de la planète sera, ou en tout cas devrait être, sanctuarisé pour des raisons de préservation de l'environnement, et que donc il va y avoir une tension touristique sur le tiers de la planète restant. J'ajouterai à ça que le dérèglement climatique, le réchauffement de la planète et l'élévation du niveau des mers vont provoquer un certain nombre de migrations qui ont commencé dues notamment aux sécheresses et à la ruine d'un certain nombre de paysanneries locales qui vont là aussi aggraver ces tensions et ces conflits.
et pour là aussi donner un éclairage cinématographique que j'utilise depuis un certain temps maintenant dans mes interventions, c'est le film Mad Max. Alors j'étais très contente qu'ils sortent un remake parce que jusqu'ici ça parlait assez peu au jeune public. Maintenant que Mad Max a repris, je peux à nouveau en parler et c'est devenu un film intergénérationnel. Imaginez un monde à la Mad Max où voilà, les individus sont en conflit les uns contre les autres pour avoir accès à la dernière goutte de pétrole, d'eau potable ou de terre sur laquelle on puisse à nouveau faire pousser des choses. Je vois que le temps file, je vais donc voilà, arrêter avec ces exemples du constat de la situation dans laquelle on est, qui, je pense, ont été suffisamment éclairants, et puis essayer du coup de déconstruire un peu le discours dominant qu'on a par rapport à ça. Parce que quand on s'élève pour dire que ça ne nous semble pas normal ni très judicieux de confier des intérêts communs et des intérêts généraux au privé et singulièrement au milieu financier et capitalistique, il nous est rétorqué souvent que c'est finalement une nécessité parce que l'argent public devient rare, les caisses de l'État sont vides, l'Union européenne impose une règle d'or d'équilibre sur les déficits publics, les politiques d'austérité, et que donc, eh bien, tout simplement, les collectivités territoriales, l'État, le public, n'est plus en capacité de financer un certain nombre d'activités, de prendre en charge un certain nombre de développements, des énergies renouvelables ou autres, et donc est obligé de confier ces domaines stratégiques aux entreprises privées. C'est le discours qu'on entend depuis les années 70. Ça a commencé avec Thatcher et Reagan. Vous savez, c'est le fameux TINA, There is no alternative. Et finalement, on entend ça en boucle depuis les années 70. Alors, il y a 2 ans maintenant, on s'est plié à un exercice avec des camarades du parti de gauche, mais aussi des économistes hétérodoxes volontaires pour participer à ce travail. Et on a fait ce qu'on a appelé un contre-budget. C'est-à-dire qu'au moment où le gouvernement français a présenté son budget annuel, eh bien nous avons présenté un contre-budget annuel. Et nous avons fait la démonstration dans ce contre-budget que, certes, vous savez, moi je suis désolée, je vais faire mon coming out, je ne suis pas économiste. Mais quand même, il y a une chose que j'ai retenue de mes années d'études, c'est que dans un budget, il y a 2 entrées. Il y a les recettes et puis il y a les dépenses. Et jusqu'ici, la seule solution qui nous a été proposée était de couper le robinet des dépenses. Mais que peut-être on pouvait réfléchir à ouvrir le robinet des recettes. Et donc, on s'est plié à l'exercice et puis on a regardé ce que ça donnerait si, par exemple, on augmentait les impôts sur un certain nombre de produits de luxe, de très haut luxe. Si on supprimait un certain nombre de niches fiscales qui avaient été largement autorisées par les gouvernements précédents, si on augmentait la progressivité de l'impôt sur le revenu ou encore les impôts pesant sur le capital. Voilà, on a repris un peu toutes les propositions finalement des économistes progressistes de ces dernières années et on s'est rendu compte que si on combinait toutes ces mesures, on était en capacité, dès la première année, de lever 130 milliards d'euros de recettes supplémentaires pour l'État, pour les politiques publiques, pour la transition écologique. Ce qui permet évidemment d'investir dans un certain nombre de champs. Et croyez-moi, si nous étions aux manettes avec ces ressources supplémentaires, évidemment, nous ne le ferions pas de la même manière que messieurs Bolloré, Dassault et compagnie. Et puis, il se trouve qu'en plus, le fait de réinjecter cet argent dans une vraie politique de transition et de bifurcation permettrait de créer un certain nombre d'emplois. Alors, je laisserai Christian tout à l'heure approfondir cette notion d'emploi. Je parle là d'emploi salarié, puisque là aussi, il y a eu un certain nombre d'études qui ont été faites, qui prouvent qu'en réalité, les grands projets d'infrastructure, par exemple, qui nous sont vendus aujourd'hui comme étant pourvoyeurs d'emploi, je pense évidemment à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, mais aussi au projet de Center Parcs que nous avons, nous, dans l'Isère et d'autres, sont en réalité pourvoyeurs de pas grand-chose, c'est-à-dire de quelques emplois
emplois précaires, mal payés et qui sont en plus limités dans le temps, puisque en réalité, assez rapidement, ces emplois disparaissent puisqu'ils sont surtout concentrés sur les périodes de chantier. En revanche, le fait d'investir de manière volontariste et massive sur cette bifurcation écologique, c'est-à-dire sur la conversion de l'agriculture vers une agriculture paysanne, sur l'efficacité en matière de consommation énergétique, sur le développement des énergies renouvelables, sur le développement des transports en commun, du fret ferroviaire, etc., etc. Tout ça permettrait de créer un certain nombre d'emplois. Là aussi, il y a eu des études de fait. Je citerai simplement peut-être l'économiste Jean Gadret, dont j'ai vu quelques livres sur la table de la bibliothèque militante ici, qui estime, lui, sur la base notamment d'une étude de Philippe Quirion sur le scénario négawatt en matière de transition énergétique, en y ajoutant l'économie circulaire et un certain nombre d'autres mesures, qu'on est sur un vivier en termes d'emplois, entre 800 000 et 1,3 million d'emplois qui pourraient être créés d'ici 2030. Donc l'argument de l'emploi, là non plus, ne tient pas en matière de bouchage d'alternatives et d'avenir pour ce type de politique. Voilà pour un panorama très rapide, mais qui permet au moins de rouvrir un peu le champ des possibles en matière de définanciarisation de l'environnement et puis de reprise en main surtout de ces politiques environnementales, à la fois en matière budgétaire et puis en matière de programmes et de création d'activités et d'emplois dans le pays. Il y aurait plein d'autres choses à dire. Je vais quand même aller vers ma conclusion pour laisser la parole à Christian et puis vous laisser aussi la parole à vous dans le débat qui va suivre. Je voudrais juste dire en conclusion qu'on voit à quel point en réalité on ne peut pas dissocier la question de l'urgence environnementale de la question de la critique du système économique, du libre-échange, de la mondialisation et les questions sociales. Je crois que ça a été notre grande erreur dans les dernières années, et je parle notamment du mouvement écologiste, qui, voilà, en prenant les choses beaucoup par l'approche environnementale et avec un discours qui a été trop souvent culpabilisateur vis-à-vis notamment des travailleurs et de l'industrie, a, je pense, raté ce coche, et je m'inclus dedans, donc je mets tout le monde à l'aise. Je crois qu'aujourd'hui, nous ne ferons pas cette bifurcation sans traiter l'ensemble de ces questions de manière simultanée, parce que nous sommes dans une crise systémique, nous devons y apporter une réponse systémique qui ne hiérarchise pas entre l'emploi et l'environnement, mais qui prenne à la racine des causes. Et quand on prend à la racine des causes de manière un peu sérieuse, on voit à quel point en réalité l'ennemi est le même et les sources à la fois de l'exploitation des travailleurs et de l'exploitation des ressources naturelles obéissent aux mêmes injonctions qui sont tout simplement la rentabilité à très court terme et la plus importante possible du capital investi. Donc voilà, en conclusion et pour terminer à nouveau sur une petite référence cinématographique, parce qu'aujourd'hui en réalité dans les milieux dits de décideurs, qu'ils soient économiques, médiatiques ou politiques, tout le monde sait évidemment ce que je viens de dire là. Tout le monde sait que nous fonçons dans le mur. Aujourd'hui, personne ne prend la responsabilité au plus haut niveau de ces décisions de le dire et d'en prendre compte. Et moi, ça me rappelle un autre film qui est le film Matrix, dans lequel, si vous vous souvenez, le personnage de Morpheus propose 2 pilules. Une pilule rouge qui permet de découvrir la vérité en vous propulsant dans un monde certes effrayant, mais sur lequel vous pouvez agir et reprendre la main. Et puis une pilule bleue pour continuer à dormir, connecté à la matrice, inconscient que le monde dans lequel nous vivons pourrait être autre chose que celui que l'on voit. Vous l'aurez compris, je préférerais, quant à moi, que nous prenions la pilule rouge tous ensemble. Merci à vous.